Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir le second épisode du parcours d'Alexander. Si vous n'avez pas suivi son premier épisode, je vous invite à l'écouter pour pouvoir mieux comprendre ce qui va suivre. Pour rappel, Alexander est mahorais par son papa et auvergnat par sa maman. Dans cette seconde partie, nous allons parler de la suite de son parcours qui l'amène à découvrir La Réunion, puis d'un retour en France pour ses études. Et enfin, nous prenons le temps de partager sur la multiculturalité. Je vous invite à boucler vos ceintures pour la suite et fin du parcours d'Alexander. Donc on va se retrouver avec Alexander. On a fait une première partie dans laquelle on a partagé énormément d'éléments autour de Montluçon, autour de Mayotte, et on a commencé à raconter ton histoire. Mais cette histoire, elle nécessite de pouvoir rentrer dans les détails pour que les gens puissent comprendre. Et puis pour nous, c'est intéressant sur Loin de chez soi de pas rester sur sa fin. Donc tout ce que tu as pu raconter, c'est plein de richesses. Et j'espère qu'entre le premier épisode et aujourd'hui, les gens ont été... Regardez quelques recettes avec du manioc. Oui. Alors c'est toujours plus compliqué de faire du manioc ici parce que il faut le produit est plus cher puisqu'il est importé, etc. Mais en tout cas, au moins d'avoir pris des idées, d'avoir été regardé aussi tu Mayotte et autres. Et donc peut-être qu'on va avoir des gens là qui vont être un petit peu plus attentifs entre guillemets, ou en tout cas qui auront compris où situe Mayotte ou autre. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, nous on continue notre histoire et on a terminé l'histoire où on était un peu sur l'idée on a parlé de la nourriture et autres, et de cette difficulté à se rattacher aux deux racines parce qu'elles sont éloignées, mais c'est surtout là l'idée de réenchaîner sur ton parcours, et notamment sur le fait que on a terminé la primaire et là tu rentres au collège, on va se dire. Explique-nous un petit peu ce que c'est le collège à Mayotte. Bien sûr. Alors d'abord peut-être revenir sur Mayotte, sur la présentation. Donc c'est cette île entre Madagascar et la Mozambique, donc Sud-Afrique, qu'on peut faire le tour en typiquement 3 heures. Voilà, on peut faire le tour de Mayotte en 3 heures s'il n'y a pas de bouchon. Mais voilà, donc revenons du coup à la suite de mon parcours, qui sera pour moi la plus intéressante, je pense. Je vais essayer de pas m'attarder sur des détails parce que franchement il y en a à foison. Mais grosso modo, le collège à Mayotte était un des meilleurs souvenirs pour moi. C'était un passage qui a été fragmenté en plusieurs parties parce que ça a été le moment où mon père évoluait aussi dans l'entreprise. Donc à ce moment-là, il était à EDM, Électricité de Mayotte, donc pas EDF pour Électricité de France, mais là c'est une variante. Et du coup, ça fait qu'à plusieurs moments, il a dû être muté en France. Donc logiquement, on l'a suivi, moi et la famille. Mais pour commencer, donc j'ai fait ma 6e et ma 5e à Mayotte. Tout s'est bien passé. L'intégration était déjà faite, j'avais déjà mes repères, mes amis datant de la primaire. Le plus fort pour moi, ça a été la rencontre d'autres copains, tout simplement parce que ce collège était dans une autre ville, un autre village plutôt. Et du coup, j'ai pu rencontrer des personnes de ce village en question, et c'était pour moi l'ouverture. Sincèrement, c'était vraiment la meilleure ouverture pour moi, puisque elle m'aidait à découvrir des gens de partout, dans tout Mayotte, vu que c'était un très bon collège. Donc tu avais des gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et du coup, ce qui était quand même assez plaisant, c'est que j'ai pu faire mes premiers repères, certes, mais j'ai pu quand même, entre guillemets, rouler sur cette scolarité. J'avais aucune difficulté, puisque Mayotte, malheureusement, était un peu en retard à ce moment-là. 6e, 5e, c'était des programmes qui étaient un peu répétitifs. Pour situer un petit peu, en 6e, 5e, on étudiait ce qu'à l'école élémentaire, on pouvait apprendre, quoi. Donc je revoyais tous les cours de l'année dernière typiquement, alors que voilà, je sais que j'aurais pu plus apprendre encore. Donc moi j'étais assez content d'avoir des 15 de moyenne, mais bon, au bout d'un moment, ma mère commençait un peu à remarquer que quelque chose clochait un peu. Pas que je suis non studieux ou autre, mais que je dis, t'as toujours des 15, fais voir moi tes notes, tes bulletins, les commentaires, etc. Elle aimait bien tout voir. Et du coup, elle voit que j'apprends encore telle leçon. Typiquement, j'ai pas le souvenir spécifique, mais telle leçon, elle se dit, elle, en portant cette casquette d'enseignante, puisqu'elle était enseignante en petite terre, elle se dit, mais ça, typiquement, c'est ce que je vais apprendre à mes étudiants dans 2 ans. Et elle voit qu'il y a un petit problème pour le niveau. Sachant que elle savait dans sa tête qu'on allait partir en France dans pas longtemps, elle voyait qu'un retard pouvait être fait.
être en place. Et c'était inenvisageable pour elle que j'ai un retard arrivé en France, que ça soit tout compliqué, que je doive redoubler tout ça. Donc on m'a fait sauter de classe. Donc c'est pour ça que la 6e, 5e, je l'ai faite un peu rapidement, c'est que j'ai sauté de classe. Donc tu arrives en 4e, tu as sauté une classe, c'est ça? C'est pas en 5e que tu passes en 4e, c'est en 6e que tu passes en 5e. En fait, on est vers décembre, et dès janvier, je passe direct en 5e en fait. Donc là, j'ai sauté tout le programme, et c'était le mieux à faire selon ma mère. Du coup, la 5e arrive, je la fais entièrement. Pas de notification vraiment sur cette année, si ce n'est que, encore une fois, l'intégration, les premières activités et autres. Mais sinon, après, mon père est muté. Donc, à ce moment-là, je quitte Mayotte. Et donc là, je quitte Mayotte pour la France, pour Paris. Donc là, non, je ne retourne pas à Montluçon, mais je retourne à Paris où c'était là où c'était compliqué. Et comment ça se passe, surtout le départ déjà de Mayotte? Donc là, forcément, le départ est un peu dur parce que là j'ai vraiment mes repères, c'est le passage de l'enfance où t'as tes amis, tu veux pas les lâcher. T'es dans le début de l'adolescence en plus là, vraiment. C'est typiquement ça, et du coup moi je me dis pourquoi papa on doit partir, on était très bien ici, mais je voyais pas en fait les problèmes que les adultes avaient ici. Et en plus il avait des opportunités qui étaient plus grandes, chaque Mahorais là-bas l'aurait fait, comme chaque Français ici aurait fait pour l'inverse quand on a un meilleur poste proposé par exemple. Et du coup on part à Paris. J'ai pu faire mon petit deuil par rapport au départ. Et du coup, je m'intègre dans un nouveau collège pour faire ma 4e. Et donc là, à ce moment-là, pour moi, c'est le grand boom parce que là, en plus, c'est Paris. Tu passes de Mayotte à Paris. Ouais, je passe de Mayotte à la France, à Paris. Et je dis bien de Mayotte à Paris parce que pour moi, c'est un autre univers. Hein. C'est clairement, c'est pas Montluçon du tout. Certes, il y a plus de gens comme moi, entre guillemets, donc sous-entendu, plus de noirs, de métissage, etc. à Paris dans ce collège-là, collège Jules Verne d'ailleurs, c'est typique le collège de base, mais les gens sont plus cash, sont plus directs. À Montluçon, quand on me regardait passer, quand je retournais à Montluçon pour les vacances, les gens me regardaient passer dans la rue ou autre, il y avait principalement que des blancs aussi, il y en avait peu, des métis comme moi, mais à Paris, il y avait plus de personnes qui me ressemblaient, mais pourtant, les gens étaient plus crus. On a eu notamment quelques expériences, pas pour trop m'attarder sur ce détail, où une fois je me rappelle, j'étais avec ma maman et j'étais avec mon petit frère qui venait d'arriver entre-temps, et du coup on se dirige vers Carrefour, et au moment où on avance vers Carrefour, il y a une vieille personne, un vieux monsieur qui se met devant nous. Alors moi je suis là, je tiens la main à ma maman, en plus je comprends pas, et elle nous regarde, elle dit des propos racistes, hein, en insultant ma mère, comme quoi elle l'avait mis au monde de noir, et en faisant typiquement des doigts d'honneur. Et c'était un moment, moi, j'avais pas compris à 100%, j'avais pas vu, en plus toute la scène, j'étais sur mes pieds, voilà, je regardais un peu le sol, etc. Mais ma mère, elle a vu ça, et elle, ça l'a choqué. Typiquement, ça l'a choqué, parce qu'une vieille personne, un vieux monsieur vient devant nous, et vient nous cracher, vraiment, c'est le terme salace, en fait. C'était des termes racistes et extrêmement dénigrants pour ma mère. Et elle se disait, mais quel est ce monde en fait? Et c'est là où tu te rends compte que encore rien n'était mis en place, rien n'avait avancé, les mentalités n'avaient pas encore changé malgré l'ouverture de la France à Mayotte. Ouais, donc là ça l'avait choqué, il y avait plein de moments comme ça. Donc malgré le fait qu'on soit avec plus de membres aussi de la famille de côté Mayotte à Paris, parce qu'il y avait pas mal de tontons aussi dans les alentours, de Noirs, de Mahorais, il y avait une grande communauté là où on habitait. Et malgré tout, il n'y avait pas d'empathie en tout cas vis-à-vis des personnes, des Parisiens entre guillemets. Donc on était dans un endroit en Yvelines, et du coup on a habité là-bas, et pareil au collège c'était assez compliqué puisque on me mettait vraiment beaucoup en retrait. Et c'est ça que j'ai trouvé assez dommage, c'est que là où les Mahorais avaient su passer au-delà de cette petite différence, là-bas il est bizarre, etc. Regardez-le, j'étais pas sur la mode, moi, par exemple, à l'époque. J'avais pas, à ce moment-là, le BlackBerry. Malgré tout, il y avait beaucoup de gens qui me mettaient de côté, etc. Et c'est à ce moment-là où je me posais des questions, même moi, à ce jeune âge-là. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'à Mayotte, c'est peut-être des mots forts, mais un peu victime peut-être de différenciation, etc. Mais ils ont passé au-delà de ça parce que, ils se rendaient compte que on est tous pareils, voilà. Mais qu'en France, voilà, c'était direct des mots, c'était mes premiers gros termes racistes. Et du coup, voilà, il y a eu plein d'autres cas de ce genre-là, en l'espace d'un an seulement, alors qu'à Mayotte, j'avais déjà fait à ce moment-là à peu près 4 ans. Mon père, par rapport à ça, a aussi vécu un moment compliqué, très très compliqué. Il avait des collègues, pareil, plutôt africains, plutôt arabes aussi, et du coup, il s'entendait mieux avec ces personnes, puisque les Parisiens
persécuté, que ce soit mon père d'une manière et autre. Avec du recul, je m'en rappelle, mon père en parlait de ce qui se passait au travail, du fait que ils mettaient des images de porc sur les casiers, etc. Il le parlait avec d'un naturel, et c'est là aussi où je me rends compte, parce qu'on n'a pas ressorti cette histoire, mais il en parlait d'un naturel où c'était très fort de sa part, il passait totalement au-dessus, mais il voyait qu'il y avait un problème quand même ici. Et donc c'est pas pour ça, parce qu'il y a eu une autre mutation justement. C'est pas pour ça qu'on est parti de Paris à ce moment-là, mais c'est pour pareil une autre mutation. Il avait fini en fait, je pense, sa formation. C'est pas encore très clair parce qu'on en a pas parlé à fond. Ce sera l'occasion, une fois que vous aurez écouté, qu'il aura écouté le podcast et tout, ça libère aussi la parole. C'est ça aussi. C'est vrai. Là, on s'en rend compte. En plus, toi, tu t'es posé des questions avant d'enregistrer le podcast. Ouais. Auquel tu répondras peut-être avec lui, et c'est l'objectif aussi. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'ils s'en rendent peut-être compte là à l'instant. Mais voilà. Donc, grosso modo, suite à toutes ces jolies expériences, on retourne à Mayotte. Et toi, quand tu revis ce départ, tu dis mince, j'avais réussi à me réintégrer sur Paris, ou tu te dis génial, je repars à Mayotte? À ce moment-là, moi, j'étais totalement indifférent, puisque je m'étais pas attaché à mes amis là-bas. Et c'est là où je me suis dit, c'est bizarre, c'est triste quand même de pas manquer un endroit, etc. Donc, on part. Mais on n'en parle plus. Voilà. Okay. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai aucun contact avec des gens de ce fameux collège-là. C'est un peu plus tard, vers la fin d'année, puisque au cours de cette même année, en fait, j'ai en plus changé de collège. Et donc voilà, c'est gros boom pour moi parce que pas mal de changements, tout ça. Dans le premier collège, aucun souvenir, aucun contact du coup qui date. Mais dans le deuxième, le second, oui. Là, le second, j'ai même des amis que je reparle actuellement encore aujourd'hui. Et donc quand tu arrives à Mayotte, tu retournes dans le collège dans lequel tu étais avant de partir, donc en 5e. Tu retournes là-bas? Ouais, c'est ça. Du coup, tu retrouves une communauté en fait que tu connais. Voilà, de copains. C'est ça. Donc là, je retrouve la petite communauté, donc tout le monde est comme avant. Franchement, c'est super, c'est top, je suis content. Donc là, c'est le premier, on va dire, la première transition qui est super positive d'un point de vue, à l'arrivée du moins. Je vois juste qu'il y a des nouveaux. Donc je suis Alexander. Ils me disent, t'es nouveau? Je dis, en quelque sorte. Oui et non. Oui et non, je connais l'histoire est longue. Ouais, l'histoire est beaucoup trop longue. T'écouteras le podcast. Ah merde, pas encore. Ouais, non, mais tu écouteras le podcast. Mais du coup voilà, donc après j'arrive à Mayotte et là c'était pour la troisième pour temporaliser un peu l'histoire et du coup voilà, c'est ma troisième, c'est le brevet. La routine est bien évidemment pas comme avant, donc quand on sort des cours, on va pas jouer aux billes, grimper dans les arbres, là on va à la plage. Donc ma mère me fait plus confiance, donc là on va à la plage. Elle a vu que sûrement après tout ce qui s'est passé à Paris, j'ai quand même de la maturité à gérer les situations et autres. Je finis les cours au collège à 15h, juste après je vais à la plage. Mais du coup, moi, je suis tellement dans une joie intense tout au long de l'année que, malheureusement, ça se voit aussi aux notes quand même. Je suis content, mais premier, deuxième trimestre, j'étais vraiment à 10 piles, quoi. J'avais peut-être à ce moment-là je prenais mes aises, en fait. Donc là, je me faisais un peu reprendre par ma mère. Voilà, il faut que tu prennes les devants, etc. Mon père qui était beaucoup derrière mon dos, d'ailleurs, tout au long de ma scolarité, par rapport aux maths, etc. C'est peut-être typique le cliché du père, du moins à Mayotte, qui suit les cours, etc., qui est super strict avec moi et tout, mais ça m'a beaucoup aidé puisque j'ai eu mon brevet haut la main. Ça m'a même d'ailleurs marqué d'avoir 40 sur 40 en histoire des arts. C'est un sujet qui traitait Charlie Chaplin, mais là je m'étale, mais c'était super passionnant. Mais en tout cas, voilà, vers la fin, je me reprenais et du coup, le lycée s'ouvrait à moi. C'était un grand lycée à Mayotte, donc il y avait beaucoup de gens, on était plus de 1600 dans un lycée, qui pouvait normalement en accueillir 1200, il me semble, donc 400 un truc peut-être. Surpopulation. C'était des classes de 32, c'est déjà arrivé 33. Donc toujours sur le moment, je suis content, heureux, je vois pas en fait l'arrière-plan, mais c'est quand j'y repense, moi je me dis, il y a tel fonctionnement ici, ça marche mieux. Mais quand je suis à Mayotte, je vois que c'est là à ce moment-là où je vois qu'il y a des petits soucis. L'un des soucis les plus majeurs pour moi, ça a été tout simplement cette fameuse violence où dès la première, en fait, j'ai commencé à voir les premières bagarres, etc. Et quand je dis bagarres, c'était de violentes bagarres. Hein. J'ai déjà eu des amis, quand ils étaient en cours, ils revenaient avec de grosses blessures. Je vois que voilà, autour de nous, il y a pas mal de conflits et du coup ça me met un petit stress et une petite tristesse vis-à-vis de mon île parce que c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'il y a quelques problèmes. Donc moi j'ai été souvent en première ligne d'ailleurs, donc je me dis j'ai vu en face de moi pas mal de bastons. Mais du coup après voilà, je vis avec, ça fait partie de la routine. Donc la suite, tout le lycée dure ainsi. Je dois partir pour la Réunion. Donc pareil, mutation professionnelle encore une fois, ça bouge beaucoup. Je pars pour la Réunion. Je fais en plus qu'un an là-bas. Donc je spoil d'avance, il y a une autre mutation qui arrive par la suite. Mais donc voilà, tu fais ta première, c'est ça
suite à cette première année à Mayotte, donc en fait c'est ma seconde, c'est pas ma première, je me reprends, je me permets. Donc je fais toute ma seconde à Mayotte, ma première à La Réunion et la terminale en France. Donc là à Montluçon. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui fait que vous partez de La Réunion? C'est encore une mutation de ton papa sur... Donc en fait de Mayotte à La Réunion, c'est une mutation par rapport à mon papa. Ça ne change pas. D'ailleurs, je m'intègre très très bien aussi. Le départ, toujours un peu compliqué vu que j'ai encore une fois pris mes ancrages à Mayotte, au lycée, tout ça. Mais moi, La Réunion, on me vendait du rêve, donc moi je voulais quand même voir La Réunion. Ça m'intéressait et c'était une super expérience. Par la suite, l'année d'après, donc pour la terminale, je vais du coup en France. Et donc à ce moment-là, moi je comprends pas trop parce que encore une fois, je commence même à me plaindre du coup parce que là j'arrive à une période où là très clairement, même avant c'était compliqué pour moi, mais maintenant je m'exprime par rapport à mes parents, avec mes parents, et je leur dis c'est pourquoi on est obligé toujours de partir, etc. C'est compliqué. Je me permets cette fois d'ouvrir un peu la bouche et de leur dire ce que je pense. Et donc à ce moment-là, ma mère elle me fait comprendre que voilà, on part en France, mais en fait c'est pas pour une raison professionnelle. Là c'est ton petit frère. En tout cas voilà, il avait comme un handicap qui commence à se manifester. On part en France, je fais ma terminale tout simplement. Entre-temps, voilà, pour rassurer un peu les gens, mon frère n'a rien du tout. On arrive là-bas. Et ça, c'est total mystère. Comme par magie, on se rend compte qu'en fait, il a suffi de quelques massages seulement, il a plus rien. Mais pour retourner sur le principe scolaire, j'ai fait ma terminale à Montluçon. Le retour à Montluçon, c'est bien fait, encore une fois, puisque je connaissais déjà des gens. Donc là, quand tu reviens en France, il n'y a pas ce que tu as vécu les premières fois, que ce soit à Mayotte ou en France, ce côté on te regarde avec un œil bizarre. Non. À partir de ce moment-là, je pense que les temps ont changé, etc. Donc j'arrive, il y a rien du tout. Donc j'ai pu me faire des amis, et ce qui est pas mal, c'est que au même titre qu'à Mayotte, je me suis fait des amis sur le long terme. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, j'ai contact avec eux. Donc si je vais à Montluçon, je sais que je peux leur dire je suis dans le coin, ça te dirait on aille boire un verre de grenadine, tu me connais très bien, je ne suis pas alcool, etc. Mais voilà, donc je leur dis à tout moment, ce qui est cool, c'est que je peux les recontacter. Donc tu passes ton bac à Montluçon. Voilà. Donc du coup, j'obtiens mon bac. Je suis super content. Et je pars pour le DUTTC. Donc je postule. Et du coup, les 2 ans du DUTTC se sont très très bien passés. Mais et tu le fais où ce DUTTC? Ce DUTTC, je le fais. La première année, je la fais toujours à Montluçon. Rien à déclarer, tout se passe bien, si ce n'est que là c'est des petites complications par rapport au rythme. Faut s'adapter à un rythme plus régulier vu qu'on a pas mal de travaux à rendre, mais rien à déclarer très sincèrement. Et je commence malheureusement un peu à avoir ce manque vis-à-vis de Mayotte parce que on n'y retourne pas tous les ans, mine de rien. Je commence aussi à prendre mes devants parce que là on arrive à un moment où ma mère elle est mutée elle professionnellement. Là c'est plus mon père mais c'est ma mère. Moi j'ai un DUT qui dure 2 ans. Elle doit partir au cours de l'année. Elle doit partir où? Donc là, elle doit partir pour la Réunion et moi, je peux pas laisser mon DUT. Donc moi, je lui dis, écoute, il y a de la famille ici, il y a ma grand-mère, j'ai des amis, des cousins, il y a pas à s'inquiéter. Je peux rester, surtout si c'est pour finir une année. Et puis je vous rejoins. Enfin, elle est partante aussi. Après un long débat avec mon père. Et du coup, ça fait que moi, j'arrive à... Donc, je fais ma première année, du coup, en France. Je la termine complètement. J'avertis ma mère que tout se passe bien malgré ce petit manque de la famille. Mais arrive ce moment où il y a la 2e année. La 2e année, je l'ai pas faite à Montluçon parce que à ce moment-là, il fallait que j'aille voir de la famille. En fait, je voulais habiter vers le nord de la France, à Lille. J'ai fait ce déménagement. J'ai cette envie de sortir un peu de Montluçon parce que ça commence à me lasser. Donc je décide de venir à Lille. Donc je fais une demande de mutation. Donc l'ironie c'est que je suis aussi muté moi. Et c'est là où je leur dis à ma mère je vais dans le nord du coup. J'en ai parlé bien avec elle bien avant. Mais je lui dis voilà je vais partir aussi dans le nord. Je vais rejoindre les tatas, etc. Mon cousin. C'est là où il y avait toute ma famille, un regroupement de toute ma famille aussi mahoraise. Du moins proche. On a une grande famille, ils sont un peu partout dans la France, donc j'ai cette chance de les avoir à Lille. Et pourquoi j'ai choisi Lille, encore une fois, c'est vraiment pour la famille et c'est pour... en fait, c'est Lille, ils m'ont dit oui, tout simplement. J'ai postulé pour Paris et pour Lille. J'ai pris le risque de postuler pour Paris quand même. Mais je me suis dit, j'ai envie de sortir de Montluçon, j'ai envie de partir, voir ailleurs. Donc je me dis, je postule pour Paris, pour Lille. Lille m'accepte, j'y vais, je vois la famille. Pour moi, c'est le bonheur, tout simplement. Je vois une ville aussi plus grande, donc je me dis, waouh. Pour moi, c'était le Las Vegas, typiquement. Je regardais. Lille, c'est bien connu. Ah oui, non, mais Lille, c'est très bien connu, Tourcoing, tout ça. Mais du coup, même quand j'arrive, la première fois que je vois Lille, j'arrive à Gare Lille-Flandre. Du coup, vu que j'ai pris le train, je sors de cette gare.
je lève la tête, je vois Euralil, je vois un gros bloc, alors que j'ai déjà habité à Paris, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu de gros bâtiments aussi modernes, parce que mine de rien, on se rend pas compte, mais c'est une grosse ville, mine de rien. Rasta Rocket, le film, c'est quand ces Jamaïcains viennent, je crois que c'est aux États-Unis, ils se rendent compte que... J'ai pas la maîtrise du film. Dommage. J'ai des souvenirs vagues de ce film, mais trop lointain pour te dire oui. Ouais. C'est un film phare en tout cas, puisque il y a ce schéma typiquement d'une personne qui habite à un pays A moins développé que le pays B. Et il va pas le prix intérieur brut, mais il va dans le produit. On coupe au montage. Non. Mais du coup, voilà, donc j'arrive à Lille et là, c'est encore une fois pour moi le gros boom. Avec toute modestie, je gagne un peu en maturité, je prends de la prise de recul, j'essaie de me projeter. Et vis-à-vis de Mayotte, je me pose la question parce que j'ai toujours ce manque qui reste en moi. Je me dis, ça fait un grand moment, j'y suis pas retourné. On va préciser, ça fait maintenant donc 3 ans que tu es sur Lille. Tu prévois de faire une 4e année puisque ta dernière partie d'études se fait en 2 ans. C'est ça. Et donc c'est quoi justement l'avenir? Parce qu'effectivement là quand tu dis Mayotte ça fait un moment, ça fait combien de temps que tu n'as pas remis les pieds, non pas vivre, mais au moins en tout cas aller voir ta famille et ton entourage? Donc lors de la première année de DUT, j'ai pu aller pour des vacances, de courtes vacances. Mon père, d'ailleurs, lorsque ma mère est retournée du coup vers la Réunion, est parti du coup avec ma mère. Donc, il y avait que lui qui arrivait à se déplacer. Typiquement, ma mère était beaucoup trop prise dans le travail, donc j'avais peu de contact avec Mayotte et la famille mahoraise, si ce n'est que mon père quand il venait me rendre visite. Voilà. Et du coup, ça fait que là, à l'heure actuelle, parce qu'entre-temps, j'ai eu le DUT quand je suis arrivé à Lille, j'ai eu mon bachelor aussi. Ouais, non, très sincèrement, là, typiquement, ça fait 2 ans que j'y suis pas retourné à Mayotte. Okay. Ça fait 2 ans. Cette année, si j'y vais pas, ça fait 3 ans. Donc, ça fait un peu beaucoup. La dernière fois que j'y étais, c'était assez longtemps pour moi, surtout que ça se fait ressentir par rapport à la famille. Il y a des tontons, j'ai très peu de nouvelles d'eux parce que, ils sont pas très téléphones. Sincèrement, ils sont pas très téléphones. J'ai beau, quand j'étais là-bas, leur dire, voilà, ça c'est Messenger, ça c'est WhatsApp. Ils aiment pas du tout. Je les ai que quand quand ils sont avec mon père et que mon père fait le fameux FaceTime d'Apple. Et voilà, c'est à ce moment-là que je les vois. Et encore, la petite difficulté, c'est, ils parlent à fond maoré très rapidement. Et moi, ça fait déjà 2 ans, on pourrait dire presque 3. Je comprends toujours la langue, y a pas de souci. Je comprends pas à 200%. Donc, ce qui est pour moi un peu triste, c'est la barrière du langage. C'est que moi, je comprends totalement le maoré, ça y a pas de problème, mais ça va être de s'exprimer. Donc quand je m'exprime avec mon fameux tonton par exemple que j'ai pas vu, c'est assez compliqué de répondre, etc. Donc concrètement, le contact il est pas authentique, il est pas comme si il est pas comme au face à face en fait. Et du coup le meilleur c'est de les voir, d'aller les voir. Et donc cet été je l'espère. Je suis en train de faire les derniers papiers avec mon papa pour programmer un peu ce parcours et donc voilà, donc là c'est à venir. Donc tu as ce voyage prévu, donc une reconnexion avec tes racines, avec la famille, et ça c'est tant mieux, et si ça peut se faire cet été, j'en serais moi ravi pour toi. Oui. Comment t'envisages l'avenir? Comment tu te projettes? Donc là, il te reste 1 an à faire chez Holtug. C'est ça. Une entreprise extraordinaire. Oui. 1 an presque. Allez, et demi, presque et demi. Mais en tout cas, bref, à l'issue de tes 2 années d'alternance et de bachelor, de master, pardon. C'est ça. Comment t'envisages l'avenir? Est-ce que tu envisages entre guillemets, d'utiliser tes racines pour en faire quelque chose? Est-ce que tu envisages de retourner à Mayotte pour, dire je vais vivre là-bas et j'ai envie de faire prospérer, entre guillemets, ce que j'ai appris ici pour là-bas? J'en sais rien. Enfin, voilà, donne-nous un petit peu de visibilité sur ce que tu aurais en tête ou sur ce que tu projettes, bien sûr, parce qu'on sait jamais trop de quoi l'avenir sera fait. Alors, au-delà de l'expérience culturelle, il s'est passé autre chose. Que ce soit même au niveau professionnel, et je me dis à l'heure actuelle que j'aimerais mettre en place mes idées. Mes idées peuvent se regrouper autour de mon histoire. Suite à l'expérience que j'ai eue, que ce soit à Mayotte ou à La Réunion, je me dis que je peux mettre en place certains projets, notamment pour développer l'île. Alors ça peut être un peu cliché puisque j'ai plein d'amis qui sont dans le même cas, et c'est quelque chose que tout le monde dit là-bas. Mais moi, c'est avec de réels objectifs, et je me dis voilà. On a malgré tout des ressources là-bas. Je me dis pourquoi pas les exploiter. Donc je sais que à l'heure actuelle,
se projeter peut être un peu flou. Surtout, je suis dans une période un peu comme tout jeune de mon âge, je pense, où il y a plein d'idées qui se chevauchent les unes sur les autres, et du coup je me dis il y a quelque chose à faire avec Mayotte, il y a des opportunités mine de rien. Donc il y a une idée d'entrepreneuriat un petit peu qui germe en toi, on va dire. Peut-être pas dans l'immédiat maintenant, mais je sais que il y a des projets associatifs qui vont venir, que je suis déjà en train d'être dessus pour avoir des idées. Je sais que je peux les enclencher grâce à quelques contacts là-bas, mais je sais également que voilà, ce qui est sûr, c'est que dans ma tête, l'entrepreneuriat, c'est un domaine pour lequel j'envisage l'activité, l'entrée. Donc du coup voilà, donc le projet entrepreneurial est pour moi essentiel du coup pour Mayotte, et je sais que moi à l'avenir je veux vraiment développer mon île. J'ai vraiment des convictions qui sont assez fortes. Il y a aussi un petit côté engagé dans ce que je peux proposer, où j'ai envie de mettre en avant vraiment Mayotte, parce que par rapport aux autres DOM-TOM, départements d'outre-mer, je sais que elle est un peu en retrait, cette île. Et donc moi j'aimerais la mettre en avant, qu'elle se développe, tout simplement. Les idées sont encore dans ma tête, donc tout est à peaufiner et même à axer. Voilà, il n'y a pas encore les grosses lignes, mais je sais que voilà, ça doit venir, ça va venir. Et donc j'ai cette conviction-là. Peut-être qu'un jour, je serai là sur cette même chaise, et puis je parlerai peut-être de mon activité, je l'espère. On verra. J'espère aussi, tu seras le bienvenu. Non, bien sûr. Et pour terminer, je vais peut-être me viander, et puis tant pis. Mais je pense que c'est Yannick Noah qui chantait ça dans sa chanson Métis, en disant que quand il était chez lui au Cameroun, il se sentait étranger, et quand il était chez lui, et je fais volontairement en France, il se sentait étranger. Je pense que c'est dans cette chanson, ou en tout cas c'est dans un texte que j'ai pu lire, peu importe. Toujours est-il que l'idée, elle est là, celle de dire, est-ce que toi tu as ce sentiment-là, ou à l'inverse, tu te sens riche d'être chez toi là et chez toi là-bas? Au fond, par rapport, on va prendre mon exemple à moi, je me sens que d'ici. Toi, tu peux te sentir de deux endroits. Alors, la question, elle est est-ce que tu as plutôt ce sentiment d'être étranger un peu partout, et ça a des avantages et des inconvénients, ou est-ce que tu te sens, au contraire, habitant de différents endroits? Alors c'est marrant que ça soit toi qui parles de Yannick, pas parce que tout simplement ça a été pour moi pas un grand exemple, mais ça a été pour moi peut-être une référence, parce que je voyais que même que ce soit là dans les médias, que j'étais pas le seul, mine de rien. Ça c'était je pense c'était dans ma petite tête, c'était personnel. Je voyais que voilà, il y avait des gens qui étaient comme moi. J'en parlais même pas à ma mère, hein, mais c'était, je pense que je le prends d'une très très bonne façon, d'une très bonne manière, parce que pourquoi avoir de la culture en plus et être pauvre? Pour moi, je pense que je suis riche de culture, et c'est une bonne chose, puisque j'ai des histoires à raconter, tout simplement. Je sais que moi, quand je veux parler de Mayotte à des amis, typiquement à Paris, si j'en rencontre un à l'avenir, je sais que j'ai des anecdotes à lui raconter, pour qu'il me comprenne aussi. Comme ça, on part sur de bonnes bases, sur un bon terrain, et mine de rien, ça fait sourire. Pour moi, ça va être cette clé-là qui va faire que j'arrive à me présenter, et c'est une originalité aussi, de dire que je viens de Mayotte et de Montluçon. Alors déjà, on connaît pas Mayotte, on connaît pas Montluçon. Ça me fait un speech quand même assez conséquent. Même dans un podcast, c'est assez compliqué de tout, je pense, tout mettre en place. Mais je sais que ça fait un sujet, et je sais que en plus avec les tendances actuelles, où là on met en avant la culture, que ça soit culture asiatique, noire ou autre, là on valorise un petit peu plus tout ça, et on arrive à normaliser un peu le fait que on soit un peu pas d'ici, tout simplement. Et pour vraiment clôturer tout ça, si on a envie d'aller à Mayotte, allez, un peu le côté pitch commercial, tu nous dirais pourquoi on devrait faire le choix d'aller à Mayotte, passer les vacances. Alors des vraies vacances, pas les vacances farniente, des vacances où on découvre l'île, mais allez, en 2 minutes, qu'est-ce que tu nous dirais? Qu'est-ce qui va faire la différence entre, je vais prendre l'exemple de Mayotte, la Réunion, l'île Maurice, qu'est-ce qui va faire la particularité de Mayotte quand moi je suis un touriste et j'ai envie de découvrir un endroit que je connais pas? Vous avez marre un peu de passer pour le touriste un petit peu simpliste, qui va que dans des hôtels ou autre, de voir un petit peu le véritable environnement naturel d'une île, être vraiment en première ligne entre guillemets, et pas passer par des gens qui vous font visiter, mais vraiment voir de vous-même une culture. Je pense que Mayotte, c'est le meilleur exemple. On a une île ici qui est pas extrêmement développée. C'est pas du tout péjoratif, parce que c'est même l'inverse, puisque
on a plein de plages qui sont même à l'heure actuelle pas fréquentées du tout, et donc qui sont extrêmement bien préservées. Que ce soit en termes de pollution, on est vraiment très très bien classé dans certaines plages. Grosso modo, que ce soit pour les plages ou pour l'environnement, pour la faune tout simplement, on est dans un système qui est assez bien préservé, et on a des activités mine de rien. On est entre le juste milieu, c'est pile le moment je pense de partir, parce que Mayotte là actuellement est en train de se développer, on a de nouvelles entreprises, notamment pour citer une activité de jet ski, il y a une nouvelle agence de jet ski qui vient de s'ouvrir. On sait qu'à l'avenir il pourrait en avoir d'autres par exemple. On sait que il peut avoir un marché qui peut se saturer. Pas trop, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour les plages. Faut le juste milieu, parce que a priori moi qui ai aimé en faire, on m'a expliqué que c'était pas très bon, parce que totalement. Moi je me dis que voilà, on a une première activité par exemple sur les côtes, c'est vraiment top. Mais c'est vrai que là, on arrive à un moment où les gens commencent à se dire là-bas, son business là-bas marche plutôt bien. Ouais, j'ai envie de mettre mon business. À saturation, effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, comme les îles voisines. Par exemple, à La Réunion, on a des plages où il y a vraiment beaucoup trop d'hôtels, etc. Et ça devient même toxique pour l'environnement, mais même pour soi-même. Et je sais qu'à Mayotte, si tu as envie de découvrir un paysage totalement naturel, voir des coquillages qu'on ne voit nulle part ailleurs, des tortues qui ne passent uniquement qu'à Mayotte, descendre à la plage et voir au loin une queue de baleine, alors que personne autour l'a vue, il y a que toi. Et personne te croit au final, mais au moins t'as vu un événement de fou. Et si tu veux avoir des moments comme ça, prends ton billet, tout simplement. Bien. T'as peut-être dépassé un tout petit peu 2 minutes, mais on n'est pas loin d'être bon. Il y aura un petit retravail peut-être. Je sais pas, j'en sais rien en fait. En même temps, je t'ai coupé aussi. Donc, franchement, Alexander, merci pour ces 2 épisodes. C'était vraiment riche pour moi, parce que je travaille avec toi et c'est vrai qu'on partage de plein de trucs, mais on fait jamais le fil complet. Donc je conseillerais presque à tous les tuteurs qui ont un alternant, qui a des choses à raconter, de faire ce genre de podcast, parce qu'effectivement, on ne se rend pas compte à quel point on partage beaucoup de choses quand on fait un podcast. Je vais te partager un petit truc, mais je t'invite vraiment à parler de ce podcast avec tes proches. Bien Quand sûr. je dis à parler du podcast, c'est pas de faire en sorte qu'ils écoutent. Tu le sais très bien que c'est pas mon leitmotiv. Par contre, d'en parler, parce que ça permet de libérer, et pour l'avoir fait avec mon frère, avec mon père, etc. Après, derrière, ça déclenche du dialogue, et je pense qu'il y a plein de petits trucs sur lesquels vous allez vous retrouver, parce qu'en plus, tu as l'âge maintenant de pouvoir re-questionner ton passé, et c'est important. Donc voilà, j'espère que ça ouvrira ça. Si ça a déjà offert ça, ça sera déjà une bonne chose à titre perso pour toi. Et puis, à un titre un petit peu plus large, j'espère que les gens auront apprécié cette histoire et auront découvert peut-être un peu Montluçon, mais ça c'est plus facile à faire par eux-mêmes, mais surtout auront découvert la richesse de cette double enracinement qui est une vraie richesse pour moi, et surtout auront appris à mettre Mayotte sur la carte, et auront appris 1 ou 2 petits mots en mahorais, et surtout auront eu envie de se dire, tiens, si je dois investir un peu d'argent et quitte à faire un vol en avion, peut-être que c'est vers là-bas qu'il faut le faire. Moi, je dis, c'est comme avec Bali. À un moment, personne connaissait Bali. Maintenant, tout le monde y va. Ça risque d'être le cas pour Mayotte. J'espère pour toi que ça sera pas le cas. Ah non, j'espère également. Faut garder cette richesse de pas trop de monde. Donc, si vous pouvez être pas trop nombreux à écouter ce podcast, ça nous arrangerait pour garder le côté sauvage de Mayotte, parce que si un jour je veux y aller, je veux avoir un côté sauvage. J'ai pas envie d'avoir les hôtels comme à La Réunion et tout. C'est totalement ça. Voilà, je suis un gros égoïste. Merci Alexander. Maintenant, on va aller bosser un petit peu quand même. Oui, faudrait commencer quand même. On va commencer notre journée. Je te remercie en tout cas pour l'invitation, et à la prochaine. Au plaisir. Voilà, c'est terminé pour ce second épisode consacré à l'histoire d'Alexander. La semaine prochaine, nous repartons avec nos voyageurs, Jimmy et Teddy. Rendez-vous mercredi prochain.